Bienvenue dans le dernier volet de notre documentaire sur le massacre de Glencoe, Les montagnes se souviennent. Je suis Christophe Caporilli pour Odyssia 2.0. Tout au long de cette série, nous avons suivi une histoire de trahison et de violence d'État qui s'est déroulée dans ces vallées brumeuses il y a plus de 3 siècles. Aujourd'hui, nous explorerons comment le sang versé à Glencoe n'a pas seulement taché le sol des Highlands, il a pénétré jusqu'à sa moelle, faisant germer des graines de rébellion qui fleuriraient pendant des générations. Nous retracerons comment la mémoire de Glencoe a alimenté les soulèvements jacobites de 1715 et 1745 et comment son héritage se connecte aux questions qui entraient plus tard les procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale. Quand le fait de suivre des ordres devient-il de la complicité? Quel prix accordons-nous à la loyauté? Que se passe-t-il lorsque le devoir et la conscience se clashent? En concluant notre voyage, nous réfléchirons à la raison pour laquelle cette tragédie des Highlands nous parle encore aujourd'hui. Non pas seulement comme une histoire écossaise, mais comme une histoire universelle sur le pouvoir, la mémoire et les choix qui définissent notre humanité. Les pierres de Glencoe se souviennent de ce que les hommes tentent d'oublier, nous offrant des leçons qui résonnent bien au-delà de ces montagnes. Le sang versé à Glencoe ne fait pas que tacher le sol des Highlands. Il s'infiltre jusqu'à sa moelle, faisant germer des graines de rébellion qui fleuriront pendant des générations. À l'aube du XVIIIe siècle, la cause jacobite puise une force renouvelée dans la mémoire collective de la trahison. Lorsque le soulèvement de 1715 éclate, les épées des MacDonald figurent parmi les premières à être dégainées, leurs cris de guerre portant les échos de leurs proches assassinés. Le champ de bataille de Sheriff Mire se déploie sous un ciel chargé de mémoire ancestrale. À travers le sol durci par le gel, 2 silhouettes se dressent en défiant le destin lui-même. John MacDonald, fils du chef assassiné de Glencoe, et John Campbell de Glenlyon, l'héritier malheureux du capitaine Robert Campbell. Leurs regards se croisent par-dessus un gouffre de haine et de honte héritée. Les fantômes de leurs ancêtres murmurent en vengeance et pardon. Pourtant, alors que les corps de bataille des Highlands fendent l'air, quelque chose de miraculeux se produit. Les MacDonalds de Glencoe et les Campbells de Glenlyon avancent comme un seul homme, leurs tartans tourbillonnant comme des lignées de sang entremêlées, leurs lames captant la même lumière froide. Ils marchent ensemble, se tiennent ensemble et chargent ensemble, épaule contre épaule. Ces fils de victimes et de bourreaux forgeant une fraternité dans le creuset de la guerre. Leur alliance improbable révèle une vérité profonde. Le massacre de Glencoe n'a jamais été une question de haine entre clans, mais de terreur sanctionnée par l'État. Les brumes des Highlands s'écartent de nouveau comme des rideaux fantomatiques lorsque l'étendard du prince Charles Stuart se déploie dans les vents écossais de 1745 lors de la nouvelle rébellion jacobite. Le prince appelle à lui les anciennes rancunes des montagnes et des glaines. Parmi ceux qui répondent, aucun ne vient avec des cœurs plus chargés de vengeance et de colère légitime que les MacDonalds de Glencoe. À leur tête chevauche Alexander MacDonald, 14e chef d'un héritage trempé de sang. Un demi-siècle auparavant, alors que le massacre peignait les neiges de Glencoe de cendres, il n'était qu'un nourrisson vulnérable, emporté dans l'étreinte désespérée d'une nourrice, tandis que ses parents tombaient sous des lames traîtresses. Maintenant, Alexander revient, fantôme vivant, le visage de la vengeance de ses ancêtres assassinés. L'enfant qui aurait dû mourir commande désormais des guerriers. Chaque battement de son cœur, un défi à la couronne qui avait décrété l'extinction de son clan.
Preston Pans et Falkirk, les MacDonalds de Glencoe combattent avec une fureur née d'un traumatisme collectif. Chaque coup d'épée et tir de mousquet mangeant non seulement un père, une mère ou un oncle ou une tante, mais un monde entier qu'un décret gouvernemental avait tenté d'effacer. Pourtant, le destin façonne de cruelles symétries. Quand la rébellion vacille, le feu lèche à nouveau les poutres des toits des MacDonalds de Glencoe. Et les soldats du gouvernement chassent encore leur bétail à travers les cols montagneux. Comme si l'histoire elle-même était une lame enfoncée à répétition dans la même plaie. Et même lorsque la cause jacobite rencontre sa fin sanglante sur la lande de Culloden en 1746, les MacDonald combattent avec distinction, la participation de leur clan à ces rébellions étant inséparable du souvenir de ce matin de février enneigé où l'hospitalité fut assassinée. Glencoe était devenu plus qu'un massacre. Il s'était transformé en cri de ralliement, une blessure qui ne guérirait pas. Et finalement, un catalyseur pour les dernières tentatives désespérées de restaurer l'ancien ordre avant que le mode de vie des Highlands ne soit systématiquement démantelé dans les suites de la bataille de Culloden. Le massacre de Glencoe était plus qu'une simple manifestation de violence dans les Highlands. C'était de la terreur d'État au service d'un nouvel ordre britannique. Le gouvernement de William devait montrer que l'ancien monde des loyautés claniques et des codes des Highlands devait s'incliner devant la nouvelle réalité du pouvoir étatique moderne. La menace française rendait toute rébellion trop dangereuse pour être tolérée. Si un chef, comme le vieux renard, pouvait défier le délai du roi sans conséquence, d'autres pourraient suivre. L'État britannique, émergeant de la glorieuse Révolution, ne pouvait se permettre une telle faiblesse, pas avec la France de Louis XIV qui attendait d'exploiter la moindre fissure dans l'autorité du nouveau roi William. Les choix auxquels ont été confrontés les tueurs de Glencoe résonnent au-delà de leur époque. Quand le capitaine Campbell de Glenlyon reçut ses ordres, il devint un maillon d'une chaîne qui s'étendait de la neige des Highlands au couloir du pouvoir à Londres et au-delà en Europe continentale. Chaque homme qui pressa la détente ce matin de février agissait non seulement pour le clan ou le roi, mais comme un instrument du pouvoir d'État dans une lutte européenne entre grandes puissances. Leur choix individuel, obéir ou résister, avertir ou rester silencieux, viser juste ou délibérément rater, étaient des réponses personnelles aux forces impersonnelles et froides du pouvoir d'État et de la politique internationale. Chaque génération fait face à son propre Glencoe, ce moment où les ordres venus d'en haut entrent en conflit avec la décence humaine fondamentale. De Nuremberg à La Haye, nous luttons toujours avec les mêmes questions. Quand le fait de suivre les ordres devient-il de la complicité ? Quel prix donnons-nous à la loyauté ? Que se passe-t-il quand le devoir et la conscience s'affrontent ? Quand l'autorité devient-elle tyrannie ? La neige ensanglantée de Glencoe nous ramène à une salle d'audience en Allemagne, à Breisach, s'y tient Peter von Hagenbach, premier commandant de l'histoire occidentale, jugé non comme un ennemi vaincu, mais comme un criminel. Sa défense, contre les accusations d'atrocité qu'il a commises en tant que gouverneur de Breisach, résonne avec une familiarité glaçante. « Je n'ai pas commis ces actes de ma propre autorité, mais sur mandat de mon Seigneur. » La réponse sans précédent du tribunal résonne à travers les siècles. Personne, pas même un souverain, ne peut autoriser de telles atrocités. Certains ordres, par leur nature même, ne peuvent être suivis. Alors que les hommes du capitaine Robert Campbell chargeaient leurs mousquets dans les maisons noires des Highlands, cette question demeurait encore sans réponse. Un soldat peut-il vraiment se cacher derrière des ordres ? Les juges de von Hagenbach avaient répondu pour la première fois. Le monde poserait à nouveau la question.
Saut dans le temps, Afrique du Sud, 1902. Le lieutenant Harry Breaker Morant fait face à un peloton d'exécution britannique aux côtés de 2 autres officiers. Leur crime, exécution de prisonniers boers et d'un témoin missionnaire allemand. Leur défense fait écho au plaidoyer non prononcé de Campbell. Nous faisions qu'exécuter les ordres du Lord Kitchener. La cour martiale les déclare coupables, mais avec une hypocrisie tacite. Ces hommes deviennent des sacrifices à l'opinion internationale, tandis que ceux qui ont élaboré la politique restent intouchés. Dans le célèbre film de 1980, avant son exécution, Morant déclare « Voilà ce qui arrive quand on construit un empire. » Ce qui relie von Hagenbach, Campbell et Morant n'est pas seulement le sang sur leurs mains. C'est la façon dont les systèmes de pouvoir les sélectionnent à la fois comme instruments et sacrifices ultimes. La réponse éternelle qui est en Glencoe, « Je ne faisais que suivre les ordres », résonnera dans le monde entier 2 siècles et demi plus tard dans les couloirs de Nuremberg. Les hommes du capitaine Campbell qui ont appuyé sur la gâchette n'étaient pas si différents de ceux qui plus tard prétendaient qu'ils ne faisaient que suivre les ordres pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque le général allemand Anton Dössler a comparu devant un tribunal américain à Caserta en octobre 1945, sa défense, qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres lorsqu'il a commandé l'exécution de 15 soldats américains capturés, reflétait les justifications offertes par le capitaine Robert Campbell et ses hommes. Le rejet de la défense de Dössler par le tribunal a établi un précédent pour les procès de Nuremberg qui ont suivi, codifiant ce que les Highlands avaient déjà compris. Un ordre est un ordre ne pouvait pas absoudre quelqu'un de sa responsabilité morale. À Nuremberg, le monde a finalement mis cette question en jugement. Les juges là-bas auraient reconnu l'expression « meurtre en confiance », le terme juridique inventé pour Glencoe par le Parlement écossais. Les juges de Nuremberg aussi ont lutté avec des crimes qui violaient non seulement les lois écrites, mais les codes fondamentaux de la décence humaine. La défense de « un ordre est un ordre » s'est effondrée dans ces tribunaux, tout comme l'excuse des « ordres du roi » n'a pas réussi à justifier Glencoe aux yeux de l'histoire. Le principe 4 de Nuremberg qui en a émergé, je cite, « Le fait qu'une personne ait agi conformément à l'ordre de son gouvernement ou d'un supérieur ne la dégage pas de sa responsabilité en droit international, à condition qu'un choix moral lui ait été en fait possible. » Ce principe aurait pu être écrit spécifiquement à propos de Glencoe. Mais Glencoe offre quelque chose que Nuremberg n'offre pas, un regard plus proche sur le visage humain de tels choix. Nous connaissons ces hommes. Nous savons qu'ils ont joué avec les enfants McDonald, partagé leur pain, bu leur whisky. Le lieutenant Lindsay a enregistré dans son journal les noms de ceux qu'il recevrait plus tard l'ordre de tuer. Ce n'étaient pas des bureaucrates sans visage signant des papiers dans des bureaux lointains. C'étaient des hommes qui devaient regarder dans les yeux leur hôte avant de devenir leur bourreau. Certains, comme le capitaine Drummond, n'avaient aucun scrupule à exécuter des ordres immoraux. D'autres, comme le capitaine Robert Campbell et d'autres soldats venant des Highlands, ont fait leur devoir avec honte, dégoût et regret. Mais certains ont choisi différemment. Quand des soldats ont prévenu leur hôte ou délibérément raté leur tir, quand les lieutenants Farquhar et Kennedy ont brisé leurs épées plutôt que leur honneur, ils ont répondu à la question qui entrait plus tard les procès de Nuremberg. Oui, il y a un point où la conscience doit l'emporter sur les ordres. Leurs actions nous rappellent des officiers allemands comme Albert Battel qui ont refusé les ordres et aidé à sauver des juifs, choisissant l'humanité plutôt que le devoir. La neige qui est tombée sur Glencoe ce matin de février n'était pas si différente de la neige qui tomberait plus tard en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux ont couvert les preuves de crimes commis par des hommes qui prétendaient qu'ils ne faisaient que suivre les ordres. Les deux ont été témoins des choix que font les humains quand ils sont pris entre le devoir et la conscience.
Mais les deux ont suivi des actes de résistance, des soldats qui ont averti leurs victimes, des officiers qui ont brisé leurs épées, des humains qui ont choisi l'humanité plutôt que de suivre les ordres. C'est pourquoi Glencoe importe et m'importe. Ce n'était pas juste une histoire des Highlands, ce n'était pas juste une histoire de clans et de rois. C'est une histoire sur les choix que définissent notre humanité. Avant que Nuremberg nous donne un précédent juridique, avant que le droit international ne codifie les crimes contre l'humanité, Glencoe posait la question qui nous hante encore. Quand la loyauté envers l'autorité devient-elle de la complicité dans le mal? La réponse résonne encore contre ces parois montagneuses. Quand elle nous demande de rompre la foi avec notre humanité commune. Alors que je voyage à travers cette terre magnifique, je pense aux ironies. Glencoe ne parle pas seulement du passé. En tant qu'historien, en tant que conteur, en tant que quelqu'un qui a vécu et voyagé dans de nombreux pays du monde, je vois ici quelque chose d'universel. Cette vallée parle de quelque chose de fondamental sur le pouvoir, sur la confiance, sur ce qui se passe quand la machinerie de l'État broie les liens humains. Le massacre devait être un exemple, une démonstration du pouvoir d'État. Au lieu de cela, il est devenu un symbole de résistance, un rappel que certains crimes résonnent à travers les siècles. Les MacDonalds étaient ciblés pour avoir été trop lents à prêter allégeance à un nouveau roi. Pourtant, leur histoire de trahison a survécu à l'Empire qui cherchait à les effacer. À l'auberge Clageg, jusqu'à récemment, une pancarte indiquait « Ni colporteur, ni Campbell ». La haine est encore tenace. Mais si les héritiers immédiats de ce traumatisme, John MacDonald et John Campbell de Glenlyon, ceux qui avaient le plus de raisons de se détester ou d'avoir honte, ont pu transcender cet héritage en une seule génération et se battre côte à côte sur le champ de bataille, cela dit quoi de nos vieilles rancunes tenaces? Les montagnes de Glencoe ont été témoins à la fois de la capacité de l'humanité à la cruauté calculée et de son potentiel pour une réconciliation malgré la haine et la honte, offrant un témoignage plus nuancé que nos récits simplifiés ne le permettent souvent. Les pierres se souviennent de ce que les hommes tentent d'oublier, et parfois, comme ce matin d'hiver en Écosse, elles partagent leurs secrets avec ceux qui s'arrêtent pour écouter. La neige tombe maintenant comme elle tombait alors. Rien n'a changé dans cette vallée. Les montagnes gardent toujours leurs secrets. Le vent hurle toujours dans les brèches. Les pierres se souviennent toujours. Et nous continuons à raconter l'histoire. Car dans ces ombres et ces silences, dans ces trahisons et ces résistances, nous reconnaissons notre propre monde, nos propres choix, notre propre humanité. C'est pourquoi je raconte cette histoire maintenant. Non pas parce qu'elle m'appartient, loin de là, mais parce que dans ces questionnements sur le pouvoir, la trahison et la mémoire, elle nous appartient à tous. Nous ne sommes que des porteurs d'histoire. Nous les gardons un moment, puis nous les transmettons, comme le vent dans ces vallées écossaises, comme la neige sur les collines des Highlands. Ici à Glencoe, où les montagnes rencontrent le ciel, où la brume et la mémoire se mêlent, nous sommes rappelés que l'histoire n'est pas seulement quelque chose qui s'est passé. L'histoire, c'est quelque chose qui se passe, encore et encore, posant à chaque génération les mêmes questions brutales sur la loyauté, le devoir, le pouvoir et le prix du silence. Je regarde autour de moi. Les montagnes attendent. Elles attendront toujours. Elles ont le temps. Elles ont la pierre. Elles ont la mémoire. C'est suffisant. C'était Christophe Caporilli pour Odyssea 2.0. À la prochaine fois. Les montagnes de Glencoe veillent toujours sur cette vallée, témoin silencieux à la fois de la capacité de l'humanité à la cruauté et de son potentiel de réconciliation. J'espère que ce documentaire a éclairé non seulement une tragédie écossaise, mais des questions universelles auxquelles chaque génération doit répondre à nouveau.
C'était Christophe Caporilli pour Odyssia 2.0. Si cette exploration de l'histoire a trouvé un écho en vous, si ça vous a plu, merci de considérer vous abonner à la chaîne et partager cette série.